Il y a des précédents historiques. Je crois que le truc le plus important, ce sont les manipulations du climat qui ont été faites au Vietnam pour jouer sur la date d'avancement de la mousson. Ça, c'est un truc, c'est factuel, il n'y a pas de problème. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête. Le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle. Ça implique surtout d'avoir une bonne connaissance de la météo. Et à partir du moment où on connaît bien les mécanismes météorologiques, bien on agit en mettant des substances qui gênent l'apport d'énergie du soleil dans les couches atmosphériques. Et à ce moment-là, on crée des déséquilibres, on crée des inondations, etc. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Quand on sait bien où agir et aux bons endroits. Tout ce que je faisais, c'était, il y avait du secret défense à tous les coins de rue, quoi. Et je voyais un petit peu ces gens grouillés. Les grands manipulateurs du climat, potentiellement, sont les militaires. Et les très basses fréquences, ça se fait des très grandes antennes. Alors par exemple, je crois qu'en France, on doit avoir une installation qui doit être sur un plateau au sud, on voit des très très grandes antennes comme ça, qui permettent de faire ces très très basses fréquences. Mais il y a une autre solution qui consistait à utiliser ionosphère. Alors ionosphère, c'est les couches de la haute atmosphère qui sont à 80 km d'altitude. Et ARP, c'est comme ça que ça fonctionne. ARP, vous avez toute une batterie d'émetteurs de micro-ondes qui agissent sur cette ionosphère et qui l'ionisent. Et alors, il y a une chose, c'est qu'on peut à ce moment-là créer une ionisation, désionisation à très très basse fréquence. Et alors après, on s'est aperçu d'autre chose, c'est qu'on pouvait, avec deux pinceaux de micro-ondes, en les croisant en haute atmosphère, faire une surface gauche ionisée, qui à ce moment-là peut servir de réflecteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne voit rien, puisque c'est simplement du plasma. On crée des miroirs, et à ce moment-là, les ondes électromagnétiques peuvent se réfléchir, ce qui permet à ce moment-là à un pays de communiquer par radio avec un sous-marin qui est aux antipodes. C'est merveilleux. Tout ça, c'est assez classique. ARP est décrit comme un outil d'énergie, propulsant des clusters d'électrons vers la haute atmosphère, tout comme ARP. Sura est un champ immense d'antennes tournées vers le ciel, un envoi massif d'ondes courtes, expérimentation qui, au demeurant, augmenterait le phénomène des aurores boréales. Ne semblant pas sans risque, cette modification du comportement de la ionosphère serait comme une porte ouverte vers des dérèglements climatiques de tout ordre. D'ailleurs, presque tous les continents ont développé des plateformes expérimentales similaires. En Europe, l'AISCA, située en Finlande près d'Andersal, regroupe la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces multiples centres de tir de high energy donnent à penser que la possibilité d'influencer le climat n'est pas un leurre. Alors après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec ARP? Mais en fait, justement, en agissant avec ces micro-ondes, on peut créer des fenêtres dans la haute atmosphère. Et c'est là que la clé, disons, l'arme météorologique, ça consiste, dans une région du globe, à créer une région chaude et une région froide. Un endroit, vous allez mettre un écran en dispersant des particules qui fait que la chaleur du soleil arrive moins, donc vous allez baisser en température. Et de l'autre côté, au contraire, avec des micro-ondes, vous allez au contraire faire un trou dans la haute atmosphère. Et en injectant de l'énergie, pas tellement d'un côté et en occultant de l'autre, on arrive à fabriquer ces différences de pression, de différentes températures. Puis à ce moment-là, il y a un règlement de compte terrible. À ce moment-là, on fait ces fameuses tempêtes, tout d'un coup, où il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas d'où ça sort. Et ça, on est capable de faire ça. Et ça, c'est expérimenté, à mon avis, c'est une certitude. Les nanoparticules, par définition, elles sont toutes petites. Alors c'est intéressant parce que quand on disperse des particules dans la haute atmosphère, elles tombent. Alors elles ne tombent pas vite. Disons que ces particules-là, elles vont tomber à quelques centimètres par seconde. Tandis que si c'est des nanoparticules, la vitesse de chute devient inappréciable. On arrive à quelque chose de beaucoup plus permanent. Alors déjà, le fait que les particules soient toutes petites, c'est intéressant. Bon, ces particules, elles peuvent aussi être des récepteurs pour ces micro-ondes. Donc on peut coupler cette histoire ARP plus ces nanoparticules. Après, le fait que elles vont se mélanger à notre nourriture, enfin bon, il y aura des effets. Ce sont des retombées, c'est ce qu'on appellerait les effets collatéraux, quoi, oui.
Il y a une chose, par exemple, c'est que mettre des substances dans la haute atmosphère, c'est aussi une façon de permettre d'avoir des réceptions radio au-delà de l'horizon. Vous savez, quand on a des récepteurs radio ou radars, tout ça, c'est limité par la courbure de la Terre. Bon, tout d'un coup, si des gens disent, vous savez, si je mets des substances à tel endroit, on va gagner 500 km. Faisons-le. Oui, mais ces substances, ça va faire des problèmes de santé. Alors là, on s'en fout. Moi, je trouve ça choquant, c'est ce cynisme de la technologie militaire. C'est pas possible. Quand est-ce qu'on va avoir des armes à micro-ondes pour contrôler les foules, crowd control, contrôler les foules? On développe des mégawatts, bon, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'on va déclencher. Donc on peut déclencher un séisme. Alors ça c'est fantastique parce que quand vous déclenchez un séisme, si c'est une faille, éventuellement les dégâts vont se faire à 300 km. Parce que ça se propage, vous voyez. J'ai été au courant de ce genre de choses-là dès les années 80. Après, ça commence un petit peu à venir. Mais quand on parle de ça, on est conspirationniste. Comment est-ce possible que des scientifiques, que la technique puisse utiliser faire ça? Mais c'est exact. L'armée, c'est son métier de tuer les gens. Et en plus, si on lui propose de le faire en toute discrétion, c'est extraordinaire. Voilà. Alors des armes bactériologiques, des armes météorologiques, des armes sismiques, il y a toute la panoplie, quoi. Et les armes cancérigènes. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est la même chose que de créer des épidémies. Bon, moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, moi, je m'étais intéressé à la possibilité d'agir sur le virus du sida à l'intérieur des lymphocytes T4 en agissant avec des micro-ondes pulsées, des micro-ondes à 3 GHz, pulsées en très basse fréquence. Et à ce moment-là, on sait depuis très longtemps que l'ADN est 400 fois plus absorbant que l'eau. Donc si on arrive à une fréquence de résonance très pointue, on arriverait à briser des ARN de virus. Et à ce moment-là, un monsieur qui faisait un peu l'intermédiaire entre moi et les militaires, qui s'appelait Gilbert Payan, il est décédé maintenant, il m'a amené un beau document qui s'appelait « Évocation des cancers ». Évocation des cancers, c'est un truc qui émanait de la recherche militaire française, une recherche axée sur la création d'armes cancérigènes. Alors vous voyez, si on est capable de créer des armes cancérigènes, on est capable de faire n'importe quoi. Le climat, n'importe quoi.